Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Karine Anselme, journaliste et auteure. Je suis heureuse d'animer ce podcast qui réveillera notre intuition pour nous mettre au service de l'écologie. Dénaturés, selon l'expression de Théodore Monod, ballottés en plein chaos, nous avons perdu notre boussole intérieure, instinctive. Celle qui nous mettait à l'écoute subtile de l'intelligence de la nature, de la ronde des saisons et du chant de la terre. Rallumer notre étincelle intuitive, brouillée par les fréquences d'un mental omnipuissant, nous reconnecte à la créativité du vivant. En symbiose avec l'âme du monde, notre imaginaire, ensemencé par le génie de l'intuition, nous propulse dans l'action. À l'écoute fine des tourments de notre terre-mère et de l'interdépendance de tout ce qui est, nous pouvons alors percevoir et mettre en œuvre des solutions sources d'une nouvelle harmonie. Pour aiguiser notre sixième sens et le faire vibrer sur la corde sensible de l'écologie, nous serons éveillés aujourd'hui par 3 intuitifs nés. Nous entrerons dans le vif du sujet avec l'écrivain Laurent Gounelle. Ce dernier nous transportera dans les interstices de son thriller initiatique haletant, Intuitio, qui met en avant le pouvoir extraordinaire de l'intuition pour s'aligner, en accord avec soi, en harmonie avec l'environnement et la fine mécanique de l'univers. Nous poursuivrons cet éveil intuitif avec Nadia Vadori-Gauthier. Cette dernière, artiste de performance et docteur en esthétique, offre à l'humanité 1 minute de danse par jour. Depuis les attentats de Charlie Hebdo, elle nous initiera à cette sensitivité qui nous engage pour le mieux-être de la planète, à l'élan vivant de ce corps sismographe capable de capter le pouls du monde et d'interagir à l'articulation entre visible et invisible. Pour clore, Alexis Tournier, praticien de la voyance et des arts divinatoires, nous ouvrira aux perceptions intuitives à la portée de tous, connectés que nous sommes à une métaconscience, source de créativité infinie. Ce podcast est édité par Inexploré Magazine, média indépendant qui explore librement les frontières entre science, psychologie et spiritualité au travers d'articles, enquêtes et outils pratiques œuvrant à un éveil de conscience. Vous retrouverez ce podcast sur notre plateforme Inexploré Digital en intégralité pour les abonnés. Il est aussi disponible en partie sur les plateformes classiques. Pensez à nous soutenir pour profiter de toute la richesse de l'univers inexploré en format papier et numérique. Qu'est-ce qui vous tient à cœur en ce moment ? Nous les humains, notre place sur Terre et notre devenir. Je puis alors parler d'intuition, de ce sens méconnu que nous avons tous et que l'on gagne tellement à apprivoiser. Un sens qui nous aide à être en accord avec nous-mêmes, en harmonie avec le monde, en phase avec l'horloge de l'univers. Je puis parler d'écologie et confier mon sentiment qu'elle est avant tout écologie de l'esprit. Si on est en paix avec soi-même, connecté à ses intuitions, à son corps, et qu'on respecte sa réalité intérieure, il y a de fortes chances qu'on respecte aussi la nature, puisque nous sommes la nature. Et la nature, c'est nous. Bonjour Laurent Gounelle. Bonjour Karine. Je suis ravie de vous accueillir. J'ai choisi de démarrer notre échange par cet extrait de votre dernier roman initiatique, Intuitio, un thriller haletant qui m'a littéralement happée de bout en bout. Parce que c'est ce passage, précisément, qui a inspiré le thème de notre podcast, le sixième sens au chevet de l'écologie. Alors je vais commencer par ma première question. Qu'est-ce qui vous a amené à tisser ce lien de sens entre intuition et écologie ? C'est une bonne question. Il faut que je me remémore, parce que moi je mets 2 ans et demi à écrire un livre, ce qui est le cas pour celui-là, 2 ans et demi. Donc il faut que je me souvienne en fait de l'état d'esprit dans lequel j'étais au tout début. Tout a commencé par ma volonté d'écrire un roman autour de l'intuition. Une volonté d'ailleurs qui a jailli dans mon esprit il y a 6 ans quand j'ai découvert le remote viewing, donc cette méthode qui permet d'accéder sur commande à ses intuitions. Mais j'ai pas eu l'idée d'une histoire dans l'instant. Et comme vous le savez, moi j'écris sous forme romanesque. J'écris des histoires qui me permettent de partager des idées. Et n'ayant pas trouvé d'histoire, j'ai renoncé. Donc j'ai écrit un autre livre. Et puis 3 ans plus tard, j'ai trouvé un bon pitch, comme on dit. Et donc je suis parti dans cette direction. Le lien avec l'écologie, en fait, il est apparu assez rapidement. Mais je dirais que c'était pas calculé de ma part.
Ça m'a traversé l'esprit et ça s'est un peu imposé à moi comme une évidence. Et quand je dis que c'était pas calculé, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a grand-chose de calculé dans mes ouvrages, même si mon ego serait très content de croire que c'est moi qui maîtrise tout et qui contrôle tout et qui conçoit tout. En fait, plus j'avance, et notamment depuis que j'ai découvert l'intuition, plus j'avance dans ce métier d'écrivain, et plus j'ai le sentiment que, en fait, les histoires, les idées viennent d'ailleurs, quelque part, et que je suis un peu juste comme un vecteur, un canal pour transmettre des choses, mais que finalement, je ne suis pas forcément responsable de tout ce qui arrive dans l'écriture d'un livre. Oui, donc ce livre sur l'intuition et ce lien entre intuition et écologie serait intuitif. En l'occurrence, oui, je pense, parce qu'il n'y a pas de raison objective et logique, je dirais, pour faire un lien entre les deux. Moi, mon but, c'était vraiment de parler de cette méthode pour la mettre à disposition du plus grand nombre, parce que je trouve que c'est une méthode qui est géniale et qui aide à prendre des décisions dans sa vie, par exemple. Et au-delà de la méthode, je dirais que la compréhension de l'existence de l'intuition et le fait, du coup, d'y croire change la relation à la vie. Enfin, moi, ça a changé ma relation à la vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça a changé ? Ça a changé comme moi, comme tout le monde, j'ai fréquenté l'école, les bancs de l'école, où on m'a appris à réfléchir. Donc, je ne sais pas si l'école a fait de moi un cérébral, mais en tout cas, oui, j'ai toute une éducation qui m'a conduit à peser le pour et le contre avant de prendre une décision, à lister des critères, à pondérer les critères, à vérifier à quel point tel ou tel choix pouvait les assouvir. Bref, à être vraiment dans ma tête, je dirais, par rapport à des décisions importantes que je dois prendre. Et puis, en fait, aujourd'hui, j'ai compris que les grandes décisions, les bonnes décisions que j'avais prises dans ma vie, je ne les ai pas prises en réfléchissant, je les ai prises à l'intuition, avant même de savoir que l'intuition existait, d'ailleurs. Et je crois que c'est le cas pour tout le monde. Je sais pas, les grandes décisions comme par exemple choisir l'homme ou la femme avec qui on va passer notre vie ou faire un bout de chemin, on fait pas une analyse critérielle, d'accord? On n'y pas, bon alors voyons, est-ce qu'il répond à tel ou tel critère de, je sais pas, de niveau culturel ou de mensuration. Mais personne ne fait ça, bien sûr qu'on va sentir à un moment donné que c'est la bonne personne, quoi. Et il en est de même pour toutes les grandes décisions qu'on prend dans notre existence, je crois. Et donc voilà, moi c'est ça que ça a changé pour moi, c'est que là où avant je pouvais prendre certaines décisions comme ça intuitivement sans même m'en rendre compte, et bien maintenant je le fais par volonté. C'est-à-dire quand je me retrouve confronté à une situation où je dois décider quelque chose, là où avant j'aurais dû me concentrer et réfléchir, maintenant je vais me dire comment je le sens. Qu'est-ce que je sens en moi, quoi. Quelle réponse m'apparaît évidente. Et là où avant je cherchais la logique, maintenant je cherche le ressenti, quoi. Et justement, comment se manifeste ce ressenti ? Est-ce que c'est un ressenti physique ou est-ce que c'est quelque chose, un mouvement de votre corps ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui, alors c'est en effet un ressenti physique. C'est-à-dire l'intuition se manifeste en nous, dans notre corps, par des micro-mouvements du corps. Par contre, ça varie d'une personne à l'autre. Donc je vais répondre à votre question, mais ça peut varier pour d'autres personnes. Donc pour moi, c'est beaucoup dans le ventre que ça se passe. Je ressens vraiment les choses dans le ventre. Mais pour d'autres, il paraît que ça peut être des petits mouvements de la main, même des micro-mouvements des cils. Enfin, c'est assez variable. Donc ce qui est intéressant, c'est pour chacun de découvrir comment son intuition se manifeste en lui ou en elle, quoi. Donc c'est un trajet qui va plutôt du corps au cerveau, oui, que le contraire. Exactement, vous avez tout compris. On peut croire en effet que l'intuition c'est quelque chose de mental, c'est-à-dire que l'information nous vient à l'esprit. Et oui, elle nous vient à l'esprit, mais dans un second temps. D'abord, elle se manifeste dans le corps par des micro-mouvements. Ça peut être des micro-mouvements des intestins, par exemple. Moi, en tout cas, je ressens fortement les choses dans mon ventre. J'ai même des anecdotes à ce sujet, quoi. C'est-à-dire ? Eh bien, concernant ce livre, Intuitio, en octobre ou novembre 2019, je reçois un coup de fil de Philippe Robinet, mon éditeur, le patron de Calman Levy, qui me dit « Laurent, est-ce que tu penses que ce livre sera prêt pour une parution en octobre 2020 ?» Je lui dis « Oui, écoute, tel que c'est parti, oui, je serai prêt sans problème, on peut le publier en octobre 2020. » Et j'avais à peine formulé cette phrase que je ressens vraiment dans mon ventre comme une lourdeur, un poids, mais vraiment, vraiment pesant, lourd, et je me sens assez mal, quoi. Et donc, comme j'avais appris déjà à être à l'écoute de ce qui se manifeste en moi, donc je dis tout de suite à Philippe, écoute, le livre sera prêt, mais on va pas le publier en octobre parce que je le sens pas, quoi. Ne me demande pas pourquoi, mais je le sens pas. Il faut pas le publier en octobre.
Et il me répond, écoute, c'est un petit peu bizarre, mais bon, si tu le sens pas, je vais pas te forcer, quoi. Donc tu veux le publier quand, ce livre? Je lui dis, écoute, repartons de quelques mois, on va le publier au printemps 2021, quoi. Donc voilà, ça c'était en octobre ou novembre 2019. Voilà, 1 ou 2 mois plus tard, le Covid apparaissait sur Terre. Et en octobre 2020, donc date initialement prévue pour l'apparition de ce livre, eh bien, comme vous le savez, c'était le deuxième confinement en France. Et les librairies étaient fermées. Voilà. Et ça, je ne l'ai pas su à l'époque. Je n'ai pas su ce qui allait se passer, mais j'ai senti qu'il ne fallait pas que le livre paraisse. Et est-ce que vous pensez que c'était parce que le livre traitait d'intuition que vous étiez davantage connecté, ou c'est simplement parce que votre intuition est plus aiguisée au fil du temps? Les deux allaient de pair. C'est-à-dire, bien, moi, je me suis plongé pendant 2 ans et demi dans l'écriture de ce livre. Et enfin, quand je dis l'écriture, c'est aussi le travail préalable, hein, bien sûr, parce qu'il y a toute une phase créative et de recherche. Donc, j'ai baigné dans l'intuition du lever au coucher, et sans doute aussi dans mon sommeil pendant tout ce temps. Donc, évidemment, ça m'a rendu plus sensible à ça, quoi. Absolument. Ce lien entre écologie de l'esprit et écologie tout court, oui. Comment le tissez-vous? Alors déjà, écologie de l'esprit, le terme n'est pas de moi, il est de Gregory Bateson, un anthropologue. C'est le titre de l'un de ses livres, d'ailleurs, Vers une écologie de l'esprit. Pourquoi je l'ai repris? Parce que pour moi, c'est un tout, en fait. C'est-à-dire, on ne peut pas se dissocier de la nature, et donc on ne peut pas dissocier l'écologie tout court de l'écologie de l'esprit. Pour moi, ça n'aurait pas de sens, vous voyez. Et donc, dans la mesure où tout est un tout, pour moi, ce qui est intéressant, c'est de prendre du recul sur soi, sur la relation qu'on a avec soi-même, qu'on a avec les autres, qu'on a avec la vie. Et forcément, je dirais naturellement, plutôt que forcément d'ailleurs, naturellement, eh bien, quand on est conscient de soi-même, de la relation qu'on a avec soi, les autres et le monde, eh bien, on évolue naturellement vers une relation plus saine envers la nature. Donc en fait, le respect de la nature et donc le choix de comportement qui nous permet de le respecter, c'est pas quelque chose qu'on va s'imposer comme un devoir, vous voyez, comme une morale. Voilà, il faut faire ceci ou cela, il faut trier ses déchets ou choisir ce qu'on achète. Ça nous semble naturel quand on réalise que on appartient à la nature et que nous sommes la nature d'une certaine façon. Donc le respect qu'on va avoir vis-à-vis d'elle est un respect vis-à-vis de soi-même. C'est ça. Actuellement, où est-ce que vous en êtes par rapport à votre intuition, sachant qu'on a été pas mal restreint dans nos mouvements, dans nos libertés de penser, d'agir, et que le climat est quand même relativement complexe? Est-ce que ça a brouillé votre intuition ou pas forcément? Non, parce que l'intuition est donc une capacité naturelle qu'on a malgré nous, je dirais. C'est un peu comme voir ou entendre. On ne peut pas s'empêcher de voir ou d'entendre ou de sentir ou de toucher. L'intuition, c'est pareil. La seule chose, si les gens ici, peut-être parmi nos auditeurs, certains ne savent pas qu'ils sont doués d'intuition, c'est juste que, on ne leur a pas dit, on ne l'a pas expliqué à l'école. À l'école, on nous a dit, vous avez 5 sens, point barre. Et donc, on ne nous a pas appris ça. Et au-delà de ça, on nous a même tellement forgé à être dans l'intellect, et moi y compris, je l'ai expliqué tout à l'heure, que finalement, on peut avoir du mal à y croire. On peut se dire, non mais c'est juste pas possible, ce qui était mon attitude il y a 6 ans. C'est pas possible de capter une information si ce sont des choses que l'on ne m'a pas rapportées ou que je ne peux pas toucher, voir, sentir ou entendre. D'accord ? Et donc partant de là, on se coupe, c'est on ferme le canal, ou si les intuitions émergent en vous, vous ne les reconnaissez pas comme telles. Vous allez vous dire c'est un hasard si, je sais pas, voilà, vous pensez subitement à un ami, que le téléphone sonne et que c'est lui au bout du fil, vous allez dire c'est une coïncidence. Vous direz jamais si j'ai eu l'intuition de son appel. Quoi. D'accord ? Donc comme c'est une capacité naturelle, oui, le contexte un peu particulier qu'on est en train de vivre et que vous décriviez très justement à l'instant, ne m'a pas coupé de mes intuitions et ne nous coupe pas de nos intuitions. C'est ça. Sans divulguer l'intrigue du livre, parce que ce serait trop dommage, est-ce que vous pouvez quand même tisser la trame de ce qui se passe avec ce jeune auteur de polar, Timothy Fisher? Tout à fait. Donc c'est un jeune auteur de polar new-yorkais, il vit dans le Queens avec son chat, et puis un jour il est chez lui, comme ça tranquillement, et on sonne à la porte, et ce sont 2 agents du FBI qui se présentent à lui. Alors il est un peu surpris, et puis ils lui disent, écoutez, en fait, voilà, on a besoin de votre aide. Alors, il est encore plus surpris. Vous savez que je suis juste un romancier. Et ils lui disent, oui, mais voilà. Et finalement, ils finissent par lui cracher le morceau. Ils ont analysé des interviews de lui. Ils se sont rendus compte que c'était un hyper-intuitif. Et ils se sont dit, on a besoin de vous pour mettre la main sur l'homme le plus recherché du pays. Et on va vous aider en cela, puisqu'on va vous former à une méthode, donc le remote viewing. On va vous former une méthode pour vous permettre d'accéder à vos intuitions, cette fois-ci sur commande.
Et donc, il se retrouve embarqué dans cette histoire qu'il dépasse assez vite à la recherche de ce criminel. C'est ça. Et justement, ce fait que Timothy Fisher, quelque part, ne croit pas véritablement à l'intuition, et pourtant qu'il est repéré comme hyper intuitif, la question que je me pose, c'est faut-il croire à l'intuition pour être intuitif ? Alors, je pense que oui, on a une fois de plus en nous cette capacité, mais si on n'y croit pas, on bloque la remontée de l'information quelque part. C'est vrai un peu dans tous les domaines. Si on ne croit pas en quelque chose, ça ne marche pas pour nous. Vous voyez, si vous ne croyez pas en vous, vous allez avoir du mal à réaliser vos rêves, par exemple. Si vous ne croyez pas dans les autres, vous allez avoir du mal dans vos relations, etc., etc. Donc oui, je pense qu'y croire est un préalable. En revanche, il n'est pas nécessaire d'y croire comme à une religion où on vous demande de croire sans vérifier. Là, il est assez facile de vérifier parce que la méthode, elle est accessible à tous. Et donc, en quelques heures d'entraînement, on peut réaliser qu'on est capable, par exemple, de décrire assez précisément un objet mystère caché dans la pièce à côté ou un lieu choisi par quelqu'un et dont il aurait caché la photo dans une enveloppe posée devant vous. Ce qui était mon entrée dans l'intuition et la découverte de cette méthode. Oui, justement, sans la décrire, parce que je crois que c'est assez complexe si on veut vraiment décrire toutes les phases, est-ce que vous pouvez quand même résumer et peut-être partager des anecdotes marquantes qui ont accompagné votre apprentissage? Oui, complètement. Eh bien, donc la méthode part du principe que l'intuition se manifeste en nous par des micro-mouvements du corps, d'accord ? En fait, l'information serait dans notre subconscient et l'idée, c'est de faire remonter l'information à notre conscience, d'accord ? Et apparemment, ce que les chercheurs américains qui ont mis au point la méthode ont montré, c'est que c'est lorsqu'on a un usage équilibré des deux hémisphères de notre cerveau que l'intuition a le plus de chances de remonter à la surface. D'accord ? Donc il y a tout un protocole à suivre qui est très rigoureux en fait, que je décris assez précisément dans le roman. Et cette méthode, ce protocole permet de rééquilibrer justement l'usage de ces hémisphères. Alors ça peut sembler un peu besogneux, sachant que la méthode utilise ces fameux micro-mouvements qu'on va canaliser uniquement vers la main. Et oui, est-ce que c'est pas facile d'analyser les micro-mouvements que vous avez dans les intestins ou les cils, d'accord ? Donc en fait, on va faire en sorte que tout soit dirigé vers la main. Et pour ça, eh bien, en fait, vous allez attribuer ce qu'on appelle une coordonnée. Alors, c'est une série de chiffres qui vont sortir du chapeau de la personne qui vous guide, d'accord ? Donc, c'est des chiffres pris au hasard et qui permettent en fait de créer un lien entre ce que vous recherchez, l'information que vous recherchez, que ce soit un lieu, une personne, un objet mystère ou un événement même, et puis vous, créer un lien, d'accord ? Ça vous permet de vous focaliser sur quelque chose. Donc, c'est une série de chiffres. Donc, vous allez recopier cette série de chiffres sur une feuille devant vous et puis après, laissez votre main partir en une sorte d'écriture automatique. Alors non pas une écriture de lettres, vous n'allez pas former des mots et des phrases, c'est juste faire un dessin. Donc un dessin qui ressemble à rien, vous voyez, ça part dans tous les sens, quoi. Et puis ensuite, alors déjà c'est tout un apprentissage, parce que évidemment, moi je me souviens au début, mon cerveau contrôlait ma main et j'avais beau me dire, il faut que je laisse partir, oui, mais voilà, c'est pas évident, c'est facile à dire, c'est assez difficile à faire. Donc il y a vraiment un entraînement pour laisser véritablement la main partir et écrire ce qu'elle a envie d'écrire, quoi. Puis ensuite, vous vous retrouvez face à un gribouillis qui ressemble un peu à rien, quoi. Et là, on vous enseigne comment décoder ce gribouillis. Donc, je peux vous donner quelques exemples. Quand il y a une ligne courbe assez douce, ça signifie que, par exemple, il y a une présence de paysage, si c'est un lieu que vous recherchez. S'il y a une sinusoïde, ça va dénoter la présence d'eau. Alors, me demandez pas pourquoi, mais ça marche, quoi. D'accord, etc., quoi. Donc, vous allez décoder tout ça. Et puis ensuite, ça va être vraiment très besogneux puisqu'il va falloir prendre chaque point de la courbe et puis le décrire. Alors dire, voilà, si ça descend vers la droite, vous allez dire c'est descendant vers la droite, après c'est courbe, après ça reboucle, etc. Enfin, vous devez vraiment décrire mot à mot ce dessin que vous avez sous les yeux, donc c'est assez long. Et puis ensuite, vous laissez venir vos perceptions. Donc les perceptions qui viennent à vous, ça va venir sous forme sensorielle et donc sous forme d'adjectifs. Et donc la méthode indique que vous devez lister ces adjectifs dans une colonne. Enfin bon, il y a tout un truc. Et c'est important de suivre cette structure. Et puis donc ça va être par exemple c'est bleu, c'est chaud, c'est froid, c'est granuleux, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est sensoriel, d'accord ? Et surtout ça n'a aucun sens.
Et là apparaît une première difficulté, c'est que votre cerveau, évidemment, est en quête de sens, parce que nous autres êtres humains, nous aimons donner du sens aux choses. Et donc, le cerveau s'empare de ses premières perceptions très rapidement, et ça a été mon cas, pour échafauder quelque chose et vous proposer des Et qu'est-ce images. que vous avez échafaudé? Moi, je me souviens, je travaillais sur un lieu mystère, hein, donc l'instructeur avait caché la photo de ce lieu qu'il avait mise dans une enveloppe qui était posée devant moi, mais l'enveloppe était bien opaque et j'avais absolument aucun indice. Donc, une des choses commence à émerger, et puis très rapidement, j'ai une image qui me traverse l'esprit, c'est l'image d'une île déserte avec des cocotiers, une île tropicale, le bon cliché de vacances, quoi. Et donc, je lui dis, ça y est, j'ai trouvé, j'ai une image qui me vient, c'est une île déserte, il y a des cocotiers, je vois la plage, le sable et tout. Et là, il me dit, non, mais c'est beaucoup trop tôt, à ce stade, vous ne pouvez pas avoir ce genre d'image, en tout cas, compte tenu de votre positionnement dans la formation, on en est qu'au tout début, donc ce sont juste des informations brutes, des sensations brutes. Et il faut accepter de capter et de noter des informations qui n'ont aucun sens. Et donc, ça a été très, très dur pour moi de débrancher vraiment mon mental, à savoir de ne pas essayer d'analyser ce que je percevais pour en bâtir des images. En l'occurrence, cette île déserte n'avait strictement aucun rapport avec le lieu en question. Donc, j'ai dû continuer, et c'est vraiment difficile, à me contenter de dire, ben voilà, c'est froid, c'est gris, c'est bleu, c'est mouillé. Oui, je devais juste noter les perceptions sans analyser, quoi, sans interpréter. Et puis, au bout d'une petite demi-heure, 3/4 d'heure, je ne sais plus, je devais écrire un résumé de ces perceptions. Donc, j'ai relu tous les adjectifs que j'avais sous les yeux. Ça occupait au moins 3 pages, quoi. Puis, j'en ai fait un résumé. Et ce résumé, je m'en souviens encore, c'était... je voyais des formes rondes multiples. Je voyais des lignes parallèles, des lignes droites parallèles. Puis, je voyais que c'était mouillé plutôt vers le bas et puis lumineux dans le fond. Vous voyez, c'est assez décevant parce que ça ressemble à rien, quoi. Je pouvais pas dire, donc c'est ceci ou cela. J'étais pas capable de le dire, quoi. Et l'instructeur ouvre l'enveloppe et il sort la photo d'une cave d'affinage de fromage. Et là, pour moi, grosse déception, parce que j'ai visualisé plein de choses, dont des très loin de l'île déserte, oui. Voilà, mais vraiment pas une cave d'affinage de fromage, quoi. Donc je lui dis, je suis désolé, mais ça a pas marché, quoi. Et là, il me dit, mais relisez votre résumé, quoi. Vous relisez vos notes. Donc, je relis mon résumé et en fait, je trouve une description quasi parfaite de ce lieu. Évidemment, les formes rondes multiples, c'était ces grands fromages ronds qui étaient disposés sur des étagères parallèles qui formaient des lignes droites. Puis, il y avait une flaque d'eau au sol dans cette cave d'affinage et puis une petite lucarne dans le fond diffusée de la lumière. Et quand j'ai compris qu'en effet, j'avais perçu ces éléments et que mon texte décrivait parfaitement le lieu, je me suis mis à trembler de tout mon corps. Pourquoi ? Parce que ce qui venait de m'arriver était pour moi impossible. Bien sûr. Voilà, ça ne correspondait pas à ma vision du monde, à ce qu'on m'avait enseigné depuis mon plus jeune âge. C'était impossible, quoi. Et est-ce qu'on a besoin toujours d'une deuxième personne pour aider à lire ce qu'on a, les petits gribouillis et les adjectifs, ou est-ce qu'au fil du temps, on finit par soi-même trouver l'image qui correspond ? Oui, mais c'est en fait à force d'entraînement, c'est comme tout, on finit par obtenir l'image, alors pas forcément toujours précise, et ça marche pas forcément à tous les coups non plus. Ce qui marche à tous les coups, ce sont les perceptions, en fait, elles peuvent pas nous tromper, parce que l'intuition est par définition une perception de la réalité. Donc on peut pas se tromper, en fait. Oui, ça me semble énorme de dire ça, mais c'est vrai, quoi. Donc toutes les perceptions sont justes. Parfois, voilà, on est dans l'interprétation et là, c'est faux. Maintenant, avec l'expérience, il m'est arrivé d'avoir, et même assez rapidement en déroulant le processus, des images très justes. Je me souviens, une fois, je travaillais sur un lieu mystère, et en l'occurrence, c'était le pont du Gard, et au bout de 10 secondes, j'ai eu l'image d'un viaduc. Voilà, c'est arrivé très vite, quoi. Et par la suite, j'ai pu décoder, mais pas toujours, mais parfois, j'ai pu décoder et donc déduire de ces perceptions ce qu'était la réalité, quoi. Et partant de ces perceptions, est-ce qu'on pourrait imaginer de les mettre à disposition d'une vision plus méta, c'est-à-dire de travailler sur des sujets de société, des sujets écosystémiques qui permettraient, grâce à cet outil ou à ce protocole, d'imaginer des solutions beaucoup plus pérennes, des solutions à grande échelle. J'imagine que oui. Pourquoi ? Parce que l'intuition nous permet d'accéder à l'information, on l'a dit. Et ce qui est encore plus troublant que ça, qu'il l'est déjà important néanmoins, c'est qu'on peut accéder à des informations présentes, mais aussi
passé et également futur. Alors c'est même dérangeant, je dirais. C'est dérangeant pourquoi ? Parce que la plupart d'entre nous sommes attachés à notre libre arbitre et donc on veut croire qu'on construit notre vie tous les jours. Si on nous dit que tout est écrit, c'est pas agréable. Enfin moi ça me déplaît profondément, quoi. Et en même temps, les spécialistes, là sont les physiciens qui travaillent sur ces questions liées au temps, les physiciens quantiques, disent que oui, il est très vraisemblable que le futur existe déjà. Alors, on ne sait pas comment, sous quelle forme, certains disent dans un univers parallèle, par exemple. Mais voilà, le futur existerait déjà en même temps que le présent, difficile à comprendre et encore plus à accepter. Et néanmoins, et ça peut sembler paradoxal, mais il y aurait une sorte de rétro-causalité possible. Ça veut dire que notre perception du futur nous permettrait d'agir sur ce futur. Alors on pourrait se dire, oui, mais dans ce cas-là, ça n'a aucun sens, que ce n'était donc pas le futur. Et c'est vrai que c'est dérangeant, mais apparemment, les recherches tendent à montrer cela. Et pourquoi est-ce qu'on ne matérialise pas alors quelque chose de plus positif si on peut agir sur ce futur ? C'est bien, c'est le but, je dirais. Quoi. C'est le but. C'est-à-dire, voilà, moi, par exemple, il m'arrive d'avoir des images d'un futur assez négatif sur le plan écologique, par exemple. Et je ne veux pas me laisser enfermer par cette vision du futur, qui est une réalité, mais en fait, il faut voir ces réalités perçues dans le futur comme des potentialités. Et il y a des recherches qui montrent que si on projette notre conscience sur ces potentialités, en fait, elles deviennent réelles. On participe en fait de leur réalisation. C'est pour ça que c'est assez important de pouvoir participer positivement à un autre futur qui est meilleur, si vous voulez. Et donc pas se laisser happer par une vision négative, donc pas jouer les Cassandres, même si Cassandre avait raison dans la mythologie. Donc pas jouer les Cassandres, se dire ok, j'ai une perception négative du futur, ok, dont acte. Et je vais faire en sorte que le futur devienne positif, quoi. Donc, je vais mettre toute mon attention, je vais projeter ma conscience sur un futur positif, donc devenir optimiste, croire en un avenir positif et meilleur, quoi. Et puis surtout en parler et communiquer dessus. C'est-à-dire, en fait, c'est important d'entraîner avec nous tous les êtres humains, ou en tout cas le plus possible de personnes, vers une vision positive de l'avenir, quoi. Et donc vers les solutions, en fait, vous voyez, parce qu'à ce moment-là, elles peuvent se concrétiser. Tandis que si on se contente de dénoncer ce qui ne va pas et ce qui pourrait aller très mal à l'avenir, mais en fait, sans le vouloir, et alors qu'on est de bonne foi, on participe de ce désastre. C'est ça, et donc nourrir une forme d'égrégore positif avec des idées optimistes, avec des engagements aussi. Oui, c'est vraiment fondamental. Et c'est pas toujours facile, c'est là moi-même. Parfois, j'ai des accès de pessimisme. Voilà, mais je sais qu'il ne faut pas que je me laisse aller là-dedans. Alors, vous écrivez des livres. Par exemple, oui. Mais, pour rebondir sur ce sujet, on étudie de plus en plus l'effet nocebo des informations. Et c'est vrai que là, les derniers temps, on a été quand même vraiment bombardés de nouvelles catastrophistes et catastrophiques d'ailleurs. Et on voit aussi, notamment par rapport à tout ce qui touche à la biodiversité, que de plus en plus de gens souffrent d'éco-anxiété. Or, nous savons que la peur va plutôt nous propulser dans notre cerveau archaïque de survie, plutôt que dans notre cerveau préfrontal qui trouve des solutions, qui est créatif, etc. Donc, comment cultiver la confiance dans ce climat plutôt délétère pour justement avoir notre intuition aux aguets et en pleine forme? C'est une excellente question. Il y a plusieurs éléments de réponse. Je dirais d'abord, le pire n'est jamais certain. Et on sait bien, enfin, tous les sociologues savent que lorsqu'on prolonge des courbes, finalement, on a rarement raison. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, toutes les courbes des scientifiques nous emmènent vers un désastre écologique et donc humain. Parce que ce qui est en cause, c'est pas tellement la survie de la planète. Elle nous survivra, elle était là avant l'arrivée de l'homme sur Terre. Ce qui est en cause, c'est les conditions de la vie humaine sur Terre. Et les conditions dans de bonnes conditions. Enfin, ça fait un mois qu'on vit avec un masque sur le visage, que demain sera peut-être un masque à gaz, d'accord. Donc voilà, c'est ça qui est en jeu. Et néanmoins, donc quand on prolonge les courbes de ces scientifiques, voilà, on voit une catastrophe et elle n'est pas certaine, donc il faut quand même le savoir. Premièrement, deuxièmement, je crois en l'éveil des consciences. Et si j'écris des livres, c'est aussi pour apporter ma modeste contribution à cela, quoi. Mais je le vois, cet éveil des consciences. Quand je dis je le vois, c'est pas seulement un truc de bobo, vous voyez, parisien, sachant que je suis plus parisien en plus. Non. Mais moi je le vois aussi dans les pays en développement, enfin partout dans le monde, il y a un éveil des consciences. Ça, on peut pas le nier. On n'en parle pas parce que on sait bien qu'assez souvent les médias préfèrent parler des mauvaises nouvelles parce que ça attire plus les gens, en fait. Voilà, on est plus attirés. C'est sans doute notre instinct de survie
survie que vous évoquiez tout à l'heure, qui nous pousse à être captifs de mauvaises nouvelles. Mais il y a aussi des choses bonnes qui se passent dans le monde. C'est juste qu'on n'en parle pas, quoi. D'accord? Donc tout va pas mal, quoi. Donc il faut savoir, voilà, il y a aussi des choses très positives qui ont lieu dans le monde, et notamment un éveil des consciences. Je crois que c'est Christophe Chenbault qui utilise une métaphore pour illustrer cet éveil des consciences, qui aujourd'hui est certes un courant minoritaire, mais il dit, vous voyez, c'est comme, je crois que c'est la graine ou le rhizome, je sais plus je sais plus quelle espèce de bambou. Si vous voulez planter ça dans votre jardin, vous allez le mettre sous terre, puis vous allez en prendre soin, vous allez l'arroser tous les jours, puis vous voyez rien, en fait. Puis il se passe des semaines, des mois, puis vous voyez rien, et vous pouvez vous dire, c'est mort. Sauf que si vous persévérez, voilà, votre effort quotidien, l'arroser, il se passe des choses, mais que vous ne voyez pas, parce que c'est sous terre. Il y a des échanges avec le milieu environnant, le biotope, tout ça. Et puis au bout de 3 ans seulement, cette espèce de bambou qui existe réellement va émerger, va sortir de terre, il va y avoir une petite pousse. Et là, en 3 semaines, ça va prendre 8 mètres, quoi. Comme ça. Merci de nous écouter. Nous espérons que cet extrait vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit, afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.